Souman Touré s'éteint et avec lui, c'est toute une bibliothèque politique qui disparaît. L'homme aura préféré la rudesse des épreuves politiques par ses prises de position rigoureuses. Contestataire du pouvoir, il obtient 5 sièges législatifs en 2002 grâce au PAI avant de se présenter à la présidentielle en 2005. Ce que les politiques retiennent, c'est à suivre dans un instant. L'entente toujours espérée au sein de la communauté musulmane bicéphale, le camp de la transition instauré lors d'une assemblée générale contestée appelle les autorités à lui fournir les documents nécessaires à sa légalité au moment où le camp de Rasmane Sana se voit notifier la fin de son mandat. Que se passe-t-il exactement? Élément de réponse dans une poignée de minutes. Une semaine à Puitenga s'intéresse ce soir à la filière bétail. L'élevage en bonne place dans le tissu socio-économique de la ville. Un marché à bétail florissant avec une réputation au-delà des frontières. Immersion dans le secteur avec nos reporters. Du prix Nobel alternatif à l'Épidore, Yacouba Savadogo, après les Nations Unies, reçoit la plus haute distinction du SILS, un engagement dans la lutte contre la désertification, salué avec en prime le titre d'ambassadeur de l'institution. Les images de la distinction, c'est à suivre. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue aux 20h de la télévision du Burkina. C'est Bobo Dioulasso qui nous accueille pour l'ouverture de cette édition du camp Ouezin Koulibaly à la 2e région de compagnie de gendarmerie en passant par l'École nationale des sapeurs-pompiers et la base aérienne. Nous marchons sur les pas du ministre de la Défense. Chérif Sy poursuit sa tournée d'encouragement à l'égard de ses hommes de terrain. Constat ce 26 mars avec Maneka Hien et Karim Assissé. Quelques démonstrations de techniques de sauvetage et de mise en sécurité et les décors ainsi plantés pour la visite du ministre d'État, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants dans la 2e région militaire du Burkina Faso. Après la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, la délégation met le cap sur la base aérienne. Là, des explications minutieuses sur cet aéronef sont faites au ministre d'État. Avant ces 2 étapes, Chérif Sy et sa délégation étaient au camp Ouezin Koulibaly de Bobo Dioulasso. Un camp où il a visité le centre de pliage des parachutes, l'infirmerie de la garnison, le champ de tir et le chantier de la nouvelle porte d'entrée du camp. Avant de quitter Bobo Dioulasso, Chérif Sy s'est rendu au camp Kulima de gendarmerie. Et partout où il est passé, le ministre d'État s'est entretenu avec les différentes troupes. L'un dans l'autre, nous tirons satisfaction de ce contact et nous pensons que les hommes aussi, ayant entendu le message du chef suprême des armées que nous avons apporté, ayant pris en compte les doléances exprimées, je pense que c'est une très bonne visite. Après Bobo Dioulasso, le ministre d'État, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, poursuit sa tournée dans d'autres localités de la 2e région militaire du Burkina Faso. Un coup d'œil dans les activités de la Caisse de dépôt et de consignation. Elle bénéficie du soutien de la France à travers un programme triennal 2021-2024. Et ce 26 mars, les différents acteurs se sont réunis pour évaluer sa mise en œuvre afin de décider des mesures appropriées pour la réalisation des actions prévues. Gérard Assomé et Caroline Noiré. Toutes les activités prévues pour l'opérationnalisation de la Caisse devraient trouver leur programme d'exécution à l'issue de cette rencontre. Les perspectives de la coopération bilatérale entre l'Agence française de développement, la Caisse des dépôts et consignations de France et celle du Burkina sont également au programme. Dans le cadre de cette coopération, l'appui financier mis à disposition de la Caisse du Burkina est d'environ 2 milliards de francs CFA. C'est véritablement un instrument qui devrait mobiliser les ressources longues pour permettre donc de financer le développement au niveau du pays. Et cette caisse doit également nous accompagner dans la structuration de nos économies à travers les investissements long terme. Outre ce soutien financier, la Caisse des dépôts et consignations du Burkina bénéficie d'un appui technique dans le cadre de la coopération avec les agences françaises.
Notre présence auprès de ce projet, c'est ce sens-là, c'est aider l'État burkinabé avec des partenaires français, Expertise France et surtout la CDC, fort de son expérience, à mettre en œuvre, à mettre en place une nouvelle institution au service du développement du Burkina Faso. Et nous sommes, nous, apporteurs de ressources financières pour faire ce chemin difficile qui consiste à créer une institution. La mise en œuvre du premier plan triennal de la Caisse des dépôts et consignations devrait se dérouler sur la période 2021-2024. Une action attendue pour déployer le potentiel de la Caisse comme institution de financement du développement endogène. La Caisse des dépôts et consignations a vocation à créer, à participer au marché financier du Limoa. Par exemple, vous voyez que l'État burkinabé est en train de mettre aujourd'hui un emprunt obligataire sur les marchés qui rapporte 6,50% sur 10 ans. La Caisse des dépôts et consignations peut souscrire à cet emprunt, à cette obligation du Burkina Faso. Et ça va lui rapporter 6,50% par an. Et les intérêts que nous avons sur cette obligation auquel nous avons placé l'argent peuvent nous permettre de dégager une marge pour rémunérer les fonds que nous avons empruntés à la CNSS, à la Carrefour et à la Poste. Un rappel, l'initiative de la création de la Caisse des dépôts et consignations est née en 2016. Une initiative soutenue dès ses débuts par l'Agence française du développement et la Caisse des dépôts et consignations de France. On parle à présent des enclavements des zones de production agro-silvo-pastorale, minière et touristique. Une dynamique enclenchée par le gouvernement pour traduire en acte l'engagement contenu dans le programme de campagne du chef de l'État. L'axe Ougarou-Bungu-Partiaga est la prochaine étape dans le programme de bitumage. 86 km dont les études préalables sont entièrement prises en charge par le groupe Endeavour Mining. La signature de convention a réuni le ministre des Infrastructures, celui des Mines et la société minière. Nous voyons cela avec Moussa Ouedraogo et Ernest Kambiré. C'est connu. Tout projet routier démarre par des études préalables, mais aussi par des signatures de convention dans bien des cas. Et celles-ci mettent en place un mécanisme nouveau pour construire une route goudronnée et permettre ainsi le désenclavement de la région de l'Est. Ces signatures et ces échanges de documents ouvrent donc la voie pour financer les études techniques, environnementales et économiques et même du dossier d'appel d'offres pour le bitumage du tronçon Ougarou-Bungu, Natuabadi-Patiaga à l'est du Burkina. Et pour cette nouvelle page qui s'écrit dans la collaboration entre le gouvernement burkinabé et les miniers, le groupe Endeavour Mining mobilise à cette étape plus de 627 millions de francs CFA pour financer intégralement ces études. Comme vous le savez, le 6 novembre 2019, malheureusement, notre mine de Bungu, le convoi a été attaqué justement sur cette route, la RL28. Donc c'était aussi un devoir pour nous d'aider le gouvernement à pouvoir mettre en œuvre ces travaux de bitumage-là. Et comme pour dire qu'il y a une vie après la mine, Endeavour Mining et le gouvernement burkinabé démontrent ici, si besoin en était, que main dans la main, le désenclavement du pays est possible. Il faut que les ressources minières puissent bénéficier réellement à nos populations et que nous puissions faire de telle sorte à réconcilier les populations avec les gouvernants. Et ça, c'est notre objectif, c'est notre leitmotiv, que nous puissions avoir des nouveaux paradigmes quant à l'exploitation minière. C'est une grande première. Nous espérons que d'autres partenaires privés, des mines, mais pourquoi pas d'autres partenaires également qui interviennent dans d'autres localités de notre pays pour nous permettre d'atteindre les objectifs qui sont les nôtres. C'est que la mine a d'ores et déjà marqué son accord pour apporter une contribution financière substantielle pour les travaux de bitumage proprement dit. Qu'à cela nous tienne, le secteur minier est aujourd'hui le premier produit d'exportation du Burkina avec plus de 2000 milliards de francs CFA engrangés rien qu'en 2020. Et cette signature de convention de financement ouvre de nouvelles perspectives de partenariat pour le bien-être des populations d'accueil. Et dans un autre registre, la communauté musulmane du quartier Nonsin et environnant dispose désormais d'une nouvelle mosquée baptisée Aorema. Elle dispose d'une grande capacité d'accueil. Sa réalisation est rendue possible grâce à l'association At Tarbia basée à Nonsin. La cérémonie inaugurale en présence du président de l'Assemblée nationale avec Rasmane Zoundi et Abdelaziz Yakibou.
Une bâtisse flambant neuve d'une capacité à même d'accueillir un nombre important de fidèles musulmans pour le culte. Des fidèles notamment du quartier Nonsin et environnant qui se félicitent de l'aboutissement du chantier qui aura duré 9 ans. Plusieurs soutiens financiers auraient permis aux animateurs de l'association At-Tarbia Al-Islamia de réaliser cet édifice qui ouvre officiellement ses portes aux fidèles par la grande prière de vendredi. La mosquée qui était ici est devenue trop étroite pour les fidèles musulmans du secteur. Par la grâce de Dieu, nous avons pu obtenir une extension et nous avons choisi la date d'aujourd'hui pour sa bénédiction. Ce lieu aussi spacieux consacré à l'annonce de la bonne nouvelle, à l'entraide et à la communion entre fidèles devrait, selon le président de l'Assemblée nationale, parrain de l'inauguration, contribuer à la consolidation du socle de la cohésion nationale. Nous nous sentons honorés d'être là ce matin pour participer à l'ouverture de cette mosquée du vendredi. Ces chefs religieux, qu'ils soient catholiques ou musulmans, aident toujours à la conscientisation des populations. Sont des personnes qui sont écoutées par les populations, qui du reste règlent aussi de temps en temps certaines préoccupations des populations. Nous, en tant que responsables politiques et administratifs, nous devons d'être à côté de ces personnes-là et de les accompagner dans tout ce qu'ils font au quotidien. Sur le site qui abrite son siège, l'association At-Tarbia Al-Islamia a réalisé un collège d'enseignement général accueillant des élèves de la 6e à la terminale, une école franco-arabe, un centre de formation en informatique et un centre de mémorisation du Saint-Coran. La communauté musulmane qui devra aussi trouver en elle les ressources nécessaires pour mettre fin à la crise en son sein. Il s'agit de cette rivalité entre l'équipe sortante et celle de la transition. 15 mois au compteur de cette dernière, dont les responsables disent rester toujours dans l'attente du récépissé que doivent leur fournir les autorités. Daouda Ouattara et Draman Guéné reviennent sur la crise. Des invités qui rallient la maison du peuple à l'appel du bureau exécutif transitoire de la communauté musulmane, le camp d'El Hadj Oumarou Kwanda. 33 comités provinciaux seraient au rendez-vous. À l'intérieur, mise en place terminée, mais un élément manque à l'appel. Le président sortant de la communauté musulmane, sa place est toujours restée vide. Il s'agit aujourd'hui de faire le bilan de la transition issue de l'Assemblée générale extraordinaire de Bobo Dioulasso. L'administration jusqu'à ce matin ne nous a pas encore remis notre récépissé. Pour nous, cette attitude est contraire à la loi. L'administration nous fait la force, mais nous gardons espoir qu'elle voudra bien nous permettre de finir notre transition en beauté. Sauf si elle veut qu'Abdoul Asmane Sana, par on ne sait quel truchement, continue de paralyser notre communauté. À 7 mois de la fin du mandat de la transition, elle n'a pas encore pris le contrôle des locaux de la communauté musulmane. Ce matin, elle parle de victoire partielle avec un document à l'appui. La lettre du ministre de l'administration territoriale adressée au bureau sortant lui signifiant la fin de son mandat. S'engage alors la bataille de l'organisation du congrès de renouvellement du bureau. Nous ne pouvons pas aller contre l'administration en acceptant que El Hadj Sana organise un congrès après la fin légale de son mandat. Chers participants, voulez-vous qu'il organise un congrès? Non. Chers participants, s'il vous convoque, est-ce que vous allez réagir et venir à ce congrès? Non. Chers participants, voulez-vous encore de Abdoul Asmane Sana comme président de la communauté? Non. Depuis 2019, la communauté musulmane est en crise. Une partie de l'association dénonçant la gestion du bureau exécutif convoque une assemblée générale extraordinaire à Bobo Dioulasso. Elle prononce la dissolution du bureau et instaure une transition de 2 ans. Chaque camp se réclame légal. Les différentes médiations n'ont pas encore désamorcé la crise.
Tournée entamée par le ministre de la Santé, Charlemagne Ouedraogo, entend faire bouger les lignes et insuffler une nouvelle dynamique dans le fonctionnement des services de santé et les services rendus aux usagers. Première étape, connaître les préoccupations des acteurs et faire un constat personnel de la réalité de ces structures. Il était ce 25 mars à Boromo et c'est ce que nous montre ce reportage de Nabaïda Dabiré et Karima Ouedraogo. Le ministre Charlemagne Ouedraogo est en visite au CMA de Boromo. Des urgences médicales à la maternité, en passant par le bloc opératoire et la radiologie, entre autres, les différents chefs de service présentent à leur ministre de tutelle les difficultés qu'ils rencontrent au quotidien. La vétusté des infrastructures et du matériel sont les principaux obstacles à l'offre de santé dans ce CMA. Après constat, le ministre prend des engagements. Nous avons visité ce CMA qui a des infrastructures qui sont des infrastructures vétustes, qui a également un plateau technique qui est vétuste, qu'il faudra donc relever. Nous avons vu également un CMA qui a un besoin de renforcement en ressources humaines. Son Excellence, Monsieur le Président du Faso, tient à ce que des améliorations soient apportées au niveau de nos hôpitaux de référence, hôpitaux de district, CHR et CHU. Cet environnement ici a connu une augmentation de la population et il est tout à fait normal que nous puissions travailler à ce que l'infrastructure sanitaire puisse correspondre donc aux besoins des populations. C'est un engagement que nous avons pris au passage et nous allons travailler à respecter ça. Ce sont donc des agents galvanisés qui espèrent être très bientôt dans de meilleures conditions de travail après ce passage de leur premier responsable. On attendait au moins ce jour où on allait avoir en face notre ministre du tutelle, au moins pour qu'on puisse lui présenter la réalité que nous vivons au niveau du district. On est vraiment content de cette visite ce soir. Le ministre donc d'avoir pensé donc à faire cette escale là pour nous encourager, voilà. Et bien sûr donc nous comptons donc sur lui pour que ces engagements qui ont été pris puissent être tenus, pour qu'ensemble nous puissions continuer à améliorer la santé de nos populations. Après Boromo dans la Boukou du Mouhoun, le ministre et sa délégation poursuivent leur tournée dans les régions des hauts-bassins et des cascades. Et que faire comme constat à ce jour de la situation du Covid-19 au Burkina? Eh bien, dans un point de presse animé par le coordonnateur du comité sectoriel de lutte, la situation du Burkina est stable avec une baisse du nombre de cas actifs. Le docteur Bikaba qui annonce également que le pays se prépare à recevoir les premières doses de vaccins. Le point mensuel de la situation avec Moussa Ouedraogo et Sébastien Zongo. L'évolution de la maladie à coronavirus au Burkina Faso présente une situation stable, marquée par une baisse des cas graves hospitalisés et des décès, selon le coordonnateur du comité sectoriel santé de lutte contre le Covid-19. Et à la date du 24 mars 2021, le pays compte 180 cas actifs et 0 décès enregistrés ces 3 dernières semaines. En janvier, nous avions 35 009 prélèvements et 3 828 cas positifs. On avait commencé à constater une diminution des cas. En février, 25 180 cas et 1256 cas positifs. Et mars, nous sommes à 10 448 prélèvements et 589 positifs. Selon le docteur Brice Bikaba, il s'agit à présent de travailler à intégrer la prise en charge de la maladie à coronavirus dans la routine du système de santé. À partir de la semaine qui va commencer là, on aura les sessions de renforcement des capacités des acteurs pour que les gens puissent utiliser effectivement les tests rapides au niveau donc des CSS. Comme on le fait pour le palu, on fait le test rapide pour le palu, qu'on puisse appliquer effectivement le test rapide donc pour voir si vous avez Covid ou pas. À ce jour, le vaccin contre le Covid-19 n'est pas disponible au Burkina Faso, mais le système de santé est en préparation pour accueillir ses premières doses. Nous savons de manière globale, dans un premier temps, quelles sont les populations que nous devons vacciner. Et ensuite, dans un second temps, quelles sont les personnes également qui vont être ciblées. Et dans un troisième temps, comment nous allons aller jusqu'à une plus large couverture de la population. Une enquête de perception sur l'acceptabilité du vaccin par les populations est d'ailleurs en préparation, selon le docteur Brice Bikaba.
Et nous voici à Puitenga où se poursuit notre séjour d'une semaine. Ce soir, c'est le secteur élevage qui retient l'attention de nos reporters. Un secteur qui occupe d'ailleurs une place importante dans le tissu socio-économique de la ville avec un marché à bétail très florissant. L'élevage et le commerce de bétail, l'autre visage de la ville, c'est avec Gérard Sommet et Amandine Lalsaga. L'élevage est la deuxième activité de la commune de Puitenga après le commerce. Ici, presque dans toutes les familles, on retrouve des petits et des grands ruminants. Ici à Puitenga, presque tout le monde pratique l'élevage. Nous achetons les animaux puis on les revend après quelques mois d'embauche. Moi, j'ai vendu 7 bœufs la semaine dernière. Des animaux qui se retrouvent au bout dans ce marché de bétail. Aujourd'hui, c'est jour de marché. Des bovins, des ovins à perte de vue au marché de bétail de Puitenga. C'est ici qu'éleveurs et vendeurs se rencontrent tous les 3 jours. Un espace d'échange et principal port de sortie des animaux vers le Bénin, le Togo, le Ghana et la Côte d'Ivoire. Je viens d'acheter ce mouton à 260 000 francs, ici même au marché de bétail. Je vais le revendre en Côte d'Ivoire, bien sûr avec des intérêts. Ici, les prix varient entre 200 000 à plus de 500 000 francs CFA. Au marché de bétail, chacun trouve son compte en fonction de l'âge ou du poids de l'animal. Cependant, il faut reconnaître que les animaux coûtent très cher. Mais cela est dû à l'augmentation du prix du foin vendu ici à 7 500 francs le plat. Donc, ce n'est pas vraiment de notre faute, on n'a pas le choix. Chaque 3 jours, je viens acheter des bœufs, puis les revendre à Ouagadougou. Je viens parfois avec des camions qui peuvent contenir chacun jusqu'à 60 bœufs. Le marché de bétail de Puitenga, un poumon économique de la région du Centre-Est. Mieux, c'est l'un des plus importants sur le plan national. Jour de marché, au niveau des bovins, on peut avoir 1000 à 1500 bovins qui entrent. Petits ruminants, 2000 à 3000. Pour 2020, pour l'exploitation, en destination de la Côte d'Ivoire et le Ghana, nous avons les bovins, 27 929. Ovins caprins, 61 943. Qui sont partis en destination de la Côte d'Ivoire et le Ghana. L'élevage est aussi l'autre visage de la ville de Puitenga, une activité qui génère des revenus et qui fait vivre de nombreuses familles. Que dire du nouvel abattoir dont les acteurs ont bien besoin pour améliorer leurs conditions de travail? Si sa nécessité, elle, fait l'unanimité, tel n'est pas le cas du choix du site qui pose toujours problème. Les points de vue dans ce reportage de Gérard Sommet et Amandine Lalsaga. Nous sommes à l'abattoir frigorifique de Puitenga, vieux de plus de 30 ans. Chaque jour, des centaines d'animaux sont abattus ici et contrôlés par le service sanitaire. En 2020, nous avons abattu à l'abattoir là pour les bovins 11 529 têtes pour les bovins. Pour les ovins, puisque c'est réparti par espèce, 6 590 ovins. Et caprins, nous prenons caprins chers là, 21 040. Et pour les porcins, nous avons 111. Pour 2020. Des animaux abattus et dépiécés à même le sol. Des carcasses et des morceaux de viande exposés sans protection, non loin des eaux usées. Et tout cela se passe à proximité d'un établissement scolaire. Des conditions de travail décriées par les acteurs eux-mêmes. L'abattoir
est même très propre en ce moment. Mais si vous arrivez ici en saison pluvieuse, c'est très grave. On n'a pas de pluie perdue, nous ne sommes pas du tout dans de bonnes conditions de travail. Des conditions de travail qui devraient être améliorées dans les mois à venir avec le début des travaux du nouvel abattoir ici à Nimpogo. Une infrastructure moderne à même d'offrir aux bouchers de meilleures conditions de travail estimées à environ 2 milliards de francs CFA. Il est prévu une unité de gestion à part, autonome. Et que les anciens abatteurs, il faut les appeler là-bas, là, ils seront les clients de l'abattoir moderne. Tu amènes ton bœuf là-bas, on les traite dans les conditions d'hygiène, de propriété absolue, puis on te les met un morceau de viande. Si tous s'accordent sur la nécessité d'un nouvel abattoir, le choix du site divise. On nous impose le village de Nimpogo pour la construction du nouvel abattoir. C'est très loin d'ici, nous ne sommes pas d'accord. Nous préférons le site de Zoré à 5 km d'ici. Nimpogo est plus proche de Zorgo. On demande aux autorités de nous aider parce que nous sommes victimes d'un abus de pouvoir. Du côté du conseil municipal, on dit s'en tenir aux résultats d'une étude menée par le comité sur le choix du site. Nous, on a eu un financement pour une étude de faisabilité depuis 2015. Nous sommes arrivés en 2016. Nous ignorions même qu'il y avait une étude de faisabilité en cours. Et le même bureau d'études est allé faire des investigations sur les 3 sites, basées essentiellement sur 9 points. Ils sont allés faire ces investigations et ils nous ont produit un rapport. Donc, on a eu les sites, l'entreprise a eu le marché, Nimpogo est à 6 km d'ici. Des dissensions qui perdurent, même si sur le terrain, les travaux de construction ont déjà commencé. Et le nouvel abattoir devrait être livré dans 18 mois, selon le maire de la commune. Nous quittons Puitenga pour le Zunwego, précisément à Basse-Ghana. Le conseil d'administration et la direction générale de l'agence burkinabé d'électrification y était ce 25 mars. Objectif, présenter la plateforme multifonctionnelle et la remettre officiellement aux populations qui en font l'usage depuis octobre 2020. La réalisation, elle, est estimée à plus de 350 millions de nos francs. Visite des lieux avec Issa Kafando et Yarkiteda. Tout un village électrifié sur 7 km de long. Nous sommes à Basse-Ghana, c'est à une quinzaine de kilomètres de Manga. Le village dispose désormais d'énergie en tout temps. Il est raccordé à partir de cette centrale, une centrale faite d'un champ solaire de 50 kW. La centrale est accompagnée d'un groupe électrogène de 60 kVA pour prendre le relais en cas de décharge des batteries. L'innovation que nous avons donc ici, c'est que d'abord c'est un système isolé qui est autosuffisant et à lequel on a ajouté donc ce que nous appelons une plateforme multifonctionnelle, essentiellement des moulins pour permettre donc aux habitants de la localité d'utiliser l'énergie donc pour pouvoir faire leurs activités donc de mouture et tout le reste. À côté de cela, il y a aussi un forage qui apporte de l'eau aux populations et devrait donc permettre le développement de l'agriculture et de l'activité maraîchage autour donc avec la centrale solaire. Le coût de la réalisation est d'environ 350 millions de francs CFA. Des plateformes de ces gabarits, l'agence burkinabé d'électrification rurale ABR en a réalisé 21 dans tout le Burkina. Objectif, offrir de l'énergie pour booster le développement de l'activité économique. On est content d'avoir eu le courant parce qu'on a eu pour faire du travail. Et on fait de l'eau fraîche, bissap, zomkom, yamoku. Et à vrai dire, on est content. Je peux vendre 10 000 par jour. Il y a une satisfaction parce que nous constatons que le concept
d'énergie productive est en train de prendre. Mais aussi parce qu'il y a l'accès à l'eau. L'objectif de l'ABER, couvrir au moins 50% des zones rurales d'ici 2025. En attendant, 1250 localités sont couvertes, soit 25%. Le Burkina Faso s'active pour être éligible au fonds de 10 milliards alloués dans la lutte contre les gaz à effet de serre. Pour ce faire, il lui faut une stratégie bas carbone qui définit son plan de réduction. Et pour la rédaction de la dite stratégie et l'appui technique, le gouvernement signe un mémorandum d'accord avec l'Institut mondial pour la croissance verte et l'Agence française de développement. Draman Guéné. Ainsi, le mémorandum d'entente est scellé. Conformément à l'accord de Paris sur le climat, la stratégie bas carbone du Burkina sera élaborée avec l'appui technique de l'Institut mondial pour la croissance verte, DJI, sur le financement de l'Agence française de développement. Chaque pays doit développer et élaborer une stratégie bas carbone. Donc pour le gouvernement, c'est essentiel d'avoir cet outil-là. Et le gouvernement français, à travers l'AFD, a voulu investir et assister le gouvernement à avoir ce document-là à travers l'assistance technique de DJI, qui est un partenaire technique du gouvernement. Mais ça veut dire qu'il y a un certain engagement qui doit être pris, il y a des activités qui doivent être menées. Il y a donc une stratégie qui est faite à travers un programme précis. Nous allons avoir un point focal qui va travailler donc avec DJI et avec le concours de l'AFD pour que des actions précises puissent être menées dans ce sens-là. Donc ça veut dire que c'est en fait un programme qui va être effectivement exécuté dans ce sens-là. Le document doit être produit en 24 mois et la France dépose plus de 650 millions de francs CFA sur la table. Le protocole en lui-même, c'est 1 million d'euros, ce qui est déjà pas si mal, qui sont apportés au gouvernement et plus particulièrement au ministère de l'Environnement, de l'économie verte et du changement climatique à travers DJI et son appui technique. Une fois la stratégie bas carbone finalisée, le Burkina pourra être éligible à de gros financements. La première ressource potentielle visée, les 10 milliards de dollars par an des pays développés alloués aux pays pauvres selon le principe du pollueur-payeur. Lui aura pleinement réussi sa mission de lutte contre la désertification. Le temps pour Yacouba Savadogo est aux récompenses pour saluer son labeur. Prix Nobel alternatif en 2018 et champion de la Terre des Nations Unies. Il est distingué aujourd'hui épi d'or, plus haute distinction du comité inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel. Il est aussi fait ambassadeur de l'institution. La cérémonie de remise s'est déroulée en présence d'Adama Guiti et Christine Koulibaly. L'épée d'or, la plus haute distinction du comité inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel SILS, décernée à Yacouba Savadogo. Une médaille, un trophée et une attestation pour honorer plusieurs décennies de combat contre la désertification. Qui de mieux pour incarner la vision du SILS? Un autre Sahel est possible. Et M. Savadogo a opérationnalisé cette vision du SILS. Et nous voulions montrer que si M. Yacouba Savadogo l'a fait au niveau individuel, ça veut dire que l'ensemble des Sahéliens peuvent faire ce travail-là. Une distinction de plus qui conforte l'image d'un homme modèle de courage, de résilience et d'adaptation qui devrait servir de cas d'école. Que ce monsieur a fait un travail remarquable. Il a mis en place un modèle réussi. C'est l'homme qui a lutté contre le désert. C'est l'homme qui a mis en place des espèces en voie de disparition. Et là, c'est un modèle qui pourrait être mis à l'échelle dans tous les pays de l'espace SILS. Plus qu'un honneur, l'homme qui arrête le désert voit en cette distinction une mission, celle de susciter la naissance de plusieurs Yacouba Savadogo. C'est une noble mission qu'on vient de me confier. Avec l'aide de Dieu, on va relever le défi. Le natif du Yatenga est révélé aux yeux du monde en 2018, année au cours de laquelle il reçoit le prix Nobel alternatif. En 2020, il est désigné par les Nations Unies champion de la Terre pour son combat contre l'avancée du désert.
Le monde syndical et politique l'a appris ce 25 mars le décès de Soumane Touré, l'une des grandes figures ayant animé la vie politique burkinabé. Pour les uns et les autres, l'homme aura marqué son temps à travers son engagement et le courage de ses prises de position. Les différents hommes politiques s'expriment au micro de Vincent Kenrebero. J'ai dit voilà publiquement mon prix. Si Blaise veut m'acheter, c'est qu'il se lève et me laisse le fauteuil. Soumane Touré, un homme qui aura marqué à sa manière la scène sociopolitique burkinabé pendant des décennies. Son engagement est d'abord syndical. En tant que syndicaliste, Paul Kaboré n'oubliera pas de sitôt le leadership de l'homme dans les luttes syndicales. Il nous a aidés au niveau de la lutte syndicale. Il a toujours été un avant-garde de la défense des intérêts des travailleurs. Et nous, les centrales syndicales, pleurent aujourd'hui un grand temps syndicaliste. Là où nous avons voulu qu'il aille, c'était la politique. Du syndicalisme à la politique, Soumane Touré franchit le pas, notamment avec le PAI. En 2005, il est l'un des 12 à disputer le fauteuil présidentiel à Blaise Compaoré. C'est un homme de principe, il est rigoureux envers sa propre personne et envers autrui. À titre personnel, je voudrais faire cette confidence. Moi, je suis en politique à cause de Soumane Touré. Et j'ai pu lui dire 2-3 fois de son vivant. Parce que tout jeune, moi, j'ai fréquenté le collège de la Salle. Et la proximité du collège de la Salle avec la bourse du travail faisait que pour rien, je ne pouvais être absent à un meeting organisé par Soumane Touré. C'est quelqu'un qui a marqué son temps, c'est quelqu'un qui a laissé des traces après sa disparition. Beaucoup de gens l'ont connu en tant qu'un grand responsable syndical. Par la suite, on l'a découvert sous le manteau politique. C'était surtout sous la Révolution, avec le camarade Thomas Sankara. Il faisait partie des militants d'un parti politique, le Parti africain de l'indépendance PAI, qui avait, dès le départ, apporté son soutien à la révolution burkinabé. Convaincu et très critique, Soumane Touré le reste jusqu'à une date récente dans ses sorties médiatiques. Le secrétaire général du PITJ tire sa révérence le 25 mars à l'âge de 73 ans. Et c'est avec ce témoignage que se referme cette édition. Merci pour votre fidélité et à demain Dieu voulant. Bonsoir.